Donc le titre de mon exposé aujourd'hui, puisqu'on vient de le rappeler, donc c'est à propos de SMOS, qui était un nouvel outil pour comprendre la variabilité du climat. Donc comme rappelé précédemment, c'était un exposé qui a été fait en deux parties. Une première partie par moi-même, Thierry Delcroix, et la deuxième partie par Yann Kerr. Donc sur cette photo, on voit le satellite SMOS, avec ses trois bras assez grands et ses panneaux solaires. Et également les antennes, il y a à peu près un peu plus de 70 antennes ici, d'un diamètre de 20 cm. Donc la partie technique sera décrite un petit peu par la suite par Yann. SMOS est un acronyme qui signifie Soil Moisture and Ocean Salinity. Donc vous devinez assez rapidement qu'on va parler de salinité de surface, de salinité de surface par satellite, et d'humidité des sols. Donc cet exposé sera fait en deux parties, environ pour une première partie, deuxième partie, troisième partie. Dans les parties 1 et 2, on parlera essentiellement de la motivation scientifique sous-jacente au lancement du satellite SMOS. Donc la première partie pour la salinité de surface et la deuxième pour l'humidité des sols. Et dans la deuxième partie, on parlera de la mission SMOS. De mon côté, je vais vous parler de la première partie, donc la motivation scientifique sous-jacente. Et Yann vous parlera des parties 2 et 3 dans le temps suivant. Donc les grands séminaires, le but des grands séminaires, c'est de parler à des gens qui ne sont pas forcément de votre discipline, enfin de notre discipline. Donc je me suis dit comment parler de salinité de surface à des gens qui ne sont pas océanographes. Donc comme je suis un petit peu de la vieille tradition, moi j'ai pas regardé Internet, j'ai regardé mon petit Larousse illustré, et j'ai regardé les définitions des salinités et du sel. Donc la salinité, j'ai vu que c'était un nom féminin, ça j'ai pas trop appris grand-chose jusque-là, et que ça définissait la teneur en sel, et que le sel, il y avait deux définitions intéressantes. C'était une substance cristallisée, friable, soluble dans l'eau, ça c'est une définition intéressante, qui est composée pour l'essentiel de chlorure de sodium et employée dans l'assaisonnement ou la conservation des aliments. Et la deuxième définition, le sel, c'est ce qu'il y a de piquant, de savoureux, dans un propos, un écrit, une situation, et qui augmente vivement leur intérêt. On voit donc, quand l'étude de la salinité, c'est assez caractéristique, c'est quelque chose de savoureux, avec des applications assez intéressantes. Donc on est vraiment à la frontière entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Alors qu'est-ce que c'est que la salinité? Si on regarde un petit peu dans un litre d'eau de mer, la composition moyenne, on trouve un certain nombre de sels minéraux que j'ai listés ici. Donc du chlorure, du sodium, des sulfates, du magnésium, des calciums, des potassiums, c'est pas forcément très clair en jaune, et un certain nombre d'autres éléments, notamment des éléments rares. Et si on fait le total de l'ensemble de ces sels minéraux, on arrive à un résidu total sec qui est de l'ordre de 35 grammes par litre. Et ça, je reviens à souligner que c'est une composition moyenne, parce qu'il y a effectivement des variabilités à la fois dans l'espace et des variabilités dans le temps. Si on regarde la variabilité dans l'espace de la salinité de surface, donc ça, c'est des mesures qui ont été obtenues à partir de 100 ans de mesures. On verra par la suite la difficulté d'obtenir des mesures in situ. Donc si on regarde la variabilité dans l'espace de la salinité de surface, qui est représentée sur ce globe ici, on voit que ça oscille en gros entre des valeurs qui sont de l'ordre de 30 à plus de 40. Alors, la salinité de surface n'a pas d'unité, puisque c'est un rapport de masse. On a vu que c'était des grammes par kilogramme. Donc on a des régions de forte salinité et des régions de faible salinité. Typiquement, les régions de forte salinité, on les trouve en mer d'Arabie, en Méditerranée. On sait que la Méditerranée est un bassin de concentration avec des valeurs assez fortes. On le trouve également ici, pas loin dans l'Atlantique, vers l'île de Trinidad, dans l'Atlantique Nord, en gros, entre les Bermudes et les Canaries. On trouve également des régions de forte salinité dans le Pacifique, avec deux régions importantes, une au niveau de la Polynésie française et une de forte salinité relative au niveau des îles Hawaï. Et on trouve des régions de salinité un petit peu plus faibles. De droite à gauche, on trouve une région de faible salinité dans le golfe du Bengale. Et vous noterez en particulier des salinités très très faibles au large de la Birmanie, liées à de fortes précipitations et à des fleuves qui se déversent de manière importante. Et ça peut créer une structure assez particulière qui peut avoir un impact sur la cyclogénèse en particulier. On trouve des faibles salinités également au niveau du Congo, donc la sortie des grands fleuves, des faibles salinités au niveau de l'Amazone. Et si on regarde dans les pôles nord et au pôle sud, faible salinité au niveau, toute l'hémisphère, la partie sud de l'hémisphère sud et la partie nord de l'hémisphère nord. Et également, c'est un petit peu moins net ici, mais c'est un des impacts climatiques importants. On trouve des faibles salinités dans la zone de convergence du Pacifique Sud, qui est ici, dans ce que les marins appellent le poteau noir, c'est une région de forte précipitation, et dans la zone de convergence du Pacifique Sud, qui s'étend ici de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en gros, vers les îles Fidji. On peut dessiner des cartes de variabilité spatiale comme ça, la salinité de surface. On ne peut pas actuellement avoir une vision globale de la variabilité temporelle de la salinité de surface, en particulier dans l'hémisphère sud, simplement parce qu'il n'y a pas assez de données. On reviendra là-dessus par la suite.
Donc pourquoi mesurer la salinité de surface? Quelles sont les motivations scientifiques sous-jacentes? Bon, il y en a un certain nombre, j'en ai listé ici les 4 principales. La première, c'est que la salinité de surface permet de mieux comprendre la circulation thermohaline. Et vous savez que la circulation thermohaline, c'est ce qui régule en fait l'équilibre thermique de notre planète, quoi. Alors ça permet de mieux comprendre la circulation thermohaline, essentiellement parce que la salinité joue sur la densité de l'eau de mer. À titre d'exemple, à 28 degrés Celsius, une variation de 1 degré en température, c'est équivalent à une variation de 0,5 unités en salinité de surface. La deuxième motivation scientifique importante, c'est que ça permet de mieux estimer ou de contraindre les flux d'eau douce à l'interface air-mer. Il y a des progrès assez importants qui ont été réalisés ces derniers temps dans la modélisation et la prévision de l'océan. Et une des barrières importantes, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à estimer le flux évaporation moins précipitation, qui joue fortement sur les échanges air-mer. La précision sur ce flux est de l'ordre de 50%. Et on pense qu'avec la salinité de surface, on va nettement estimer l'amélioration de ce flux. Une des troisièmes raisons, c'est que la salinité de surface permet de suivre des zones frontales. Alors des zones frontales, je vais vous définir ce que c'est par la suite, mais c'est des zones océaniques clés qui sont importantes et qui sont détectables à partir de la surface, à partir des mesures de surface. Et une des quatrième raison, qui est assez à la mode actuellement, c'est que ça permet de dériver des indices climatiques qui nous renseignent donc sur l'évolution de notre environnement. Donc dans la suite de cet exposé, je vais donner des exemples un petit peu particuliers pour chacun de ces points-là. Donc concernant le premier exemple, donc, la première motivation, la figure de gauche ici représente la circulation thermohaline globale sur 1000 ans. Donc, je pense que vous connaissez ce schéma maintenant, parce que j'ai appris récemment que c'était au programme de seconde en particulier. Donc ce qui est en rouge ici, c'est le courant chaud de surface. On voit qui fait ce schéma-là, c'est ce que s'appelle le grand tapis roulant. Et ce qui est en bleu ici, c'est le courant froid profond. Et on voit que dans cette circulation thermohaline globale, qui se produit donc sur l'ordre de 1000 ans, l'Atlantique en général joue un rôle assez important. Et en particulier, l'Atlantique Nord joue un rôle assez important. Parce que les eaux chaudes qui arrivent ici vont avoir tendance à plonger et vont générer de la convection profonde et qui vont influencer la circulation thermohaline globale. Ces eaux vont plonger essentiellement en hiver parce que les eaux vont devenir plus froides, la glace va se former, quand la glace se forme, elle va rejeter la salinité, va rejeter du sel, donc les eaux vont devenir plus denses et vont plonger. Si on fait une coupe nord-sud dans ce rectangle qui est là, rectangle vert, donc de 80 sud à 80 nord environ, et de 0 à 3000 mètres, sachant que l'échelle verticale ici n'est pas linéaire. Bon, ce qu'on devine au niveau des flèches qui sont représentées ici, c'est le Gulf Stream, donc qui transporte des eaux chaudes en surface. On a une plongée des eaux de la surface vers les profondeurs et un courant de retour en profondeur. Et si on regarde les tendances à salinité qui ont été observées sur la période 1955-1998, on voit que dans la partie nord de cette branche ici, la branche Atlantique Nord, on a une baisse importante de salinité en surface et une baisse importante de salinité en profondeur. Ça veut dire qu'il y a une baisse de salinité dans cette couche de surface. Donc on va réduire la pénétration, on va réduire la convection profonde simplement parce qu'on a baissé la salinité de surface. Donc ça va ralentir la circulation thermohaline globale, qui est la circulation thermohaline qui est liée au réchauffement global. Ça, c'est la première motivation. Une des deuxièmes motivations, c'est qu'il y a des fortes relations entre la salinité de surface et le bilan évaporation moins précipitation. C'est illustré sur ces deux cartes ici. Donc je reprends ici la carte de salinité de surface que j'ai montrée tout à l'heure, pour deviner les zones de maxima et les zones de minima. Et si on regarde la carte évaporation moins précipitation, on voit qu'il y a une corrélation forte entre la distribution spatiale de E-P, évaporation moins précipitation, et la distribution spatiale de la salinité de surface. On peut illustrer ça par des exemples, par exemple le long de la zone de convergence du Pacifique Sud, ici, la zone intertropicale de convergence dans l'Atlantique, que je connais un petit peu mieux, et ici, le long également avec des zones de forte précipitation. Bon, de manière intuitive, vous sentez bien que si la précipitation augmente, ça va faire baisser la salinité de surface, et si l'évaporation augmente, ce qu'on va évaporer, c'est de l'eau douce, donc ça va augmenter la salinité de surface. Bon, cette corrélation forte entre l'évaporation moins précipitation et salinité de surface, elle doit cependant être pondérée, parce qu'il y a aussi d'autres termes qui jouent sur la salinité de surface. Bon, à titre d'exemple, ce que j'ai essayé de quantifier ici, c'est le rôle de l'advection océanique, c'est-à-dire le fait que les courants transportent du sel. Oui. Donc ce que j'ai calculé ici, ce qu'on a calculé ici, c'est les changements de salinité de surface liés au bilan évaporation moins précipitation. Donc c'est ce schéma du haut ici, et le schéma du bas, c'est le changement de salinité de surface lié à l'advection de sel. Bon, pour les gens qui sont spécialistes de l'équation de conservation du sel, ce qui est quantifié, c'est ces termes ici, quoi. Donc les changements de salinité de surface liés à l'évaporation moins précipitation, en un an, s'échelonnent entre -1 et +1. Et on retrouve des zones
fort changement de salinité de surface, rouge-rouge, une augmentation et des baisses au niveau bleu. Là. Et si on regarde la contribution liée à l'advection de sel, on voit qu'on obtient des ordres de grandeur qui sont similaires et dans des régions à peu près similaires, avec quand même des différences, en particulier dans l'océan Indien. Donc, ce qui veut dire que la salinité de surface seule ne permettra pas d'estimer l'évaporation au point de précipitation. Il faudra avoir accès à d'autres termes, en particulier aux termes d'advection, et en particulier des termes d'advection liés au courant de surface qu'on peut obtenir à partir d'altimétrie, par exemple. Et un des moyens intéressants, pour prendre en compte le fait qu'il y a d'autres termes qui rentrent en jeu pour estimer le bilan évaporation moins précipitation, c'est d'utiliser la simulation de données à travers un certain nombre de papiers qui décrivent cette technique qui commence à être relativement être au point. Bon, le troisième point, la motivation scientifique que je signalais, c'est que la salinité de surface permet de détecter des fronts, des zones frontales qui jouent un rôle de dynamique dans l'océan. Bon, à titre d'exemple, ce que je présente ici, c'est une carte de température moyenne, de salinité de surface moyenne, dans le Pacifique tropical. Vous reconnaissez ici l'Australie, ici l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et j'ai tracé l'équateur ici. On retrouve les zones de forte salinité de surface que j'ai parlé tout à l'heure, donc au voisinage de Polynésie française, au voisinage d'Hawaï, et les minima qui se trouvent ici le long de la zone intertropicale de convergence et le long de la zone de convergence du Pacifique Sud. Et vous voyez que même en moyenne annuelle, c'est des moyennes sur l'ordre de 1000 ans, on a des présences de front assez marquées, et entre autres une présence de front qui est forte ici, au niveau de la ligne de changement de date sur l'équateur. Et cette zone frontale qui existe en moyenne présente des caractéristiques assez intéressantes. Et si, en particulier, si on fait une campagne océanographique, c'est une campagne qui a été réalisée en octobre 1994, le long de l'équateur, ici, donc entre 150 ouest et 170 est, et qu'on regarde la distribution de différents paramètres, donc la température de surface qui est ici, la salinité de surface qui est ici, et la pression partielle de CO2 qui est ici. On a également mesuré d'autres paramètres qui sont les nitrates, les nitrites, et ainsi de suite. On voit que la température de surface augmente de manière quasi linéaire entre 150 ouest et 170 est, alors qu'en salinité de surface, on a un front très brutal, avec des baisses de salinité de l'ordre de 1 unité en l'espace de 40 ou 50 km. Et de manière intéressante, on a aussi un front en pression partielle de CO2 qui apparaît au même endroit que le front en salinité de surface. Ça veut dire que le front qu'on pourra détecter à partir de mesures satellitaires, qu'on a détecté rarement à partir de campagnes océanographiques, permettra de séparer deux systèmes dynamiques et thermodynamiques complètement différents. Avec à droite du front, schématiquement, des eaux froides, salées, riches, qui seront une source de CO2 pour l'atmosphère, et à gauche du front, des eaux chaudes, peu salées, oligotrophes, c'est-à-dire pauvres, et qui sera un puits de CO2. Cette structure frontale qu'on a ici qu'on a observée ici à partir de paramètres de surface, elle présente aussi des caractéristiques bien particulières en subsurface. Donc cette structure frontale, elle présente des caractéristiques intéressantes en subsurface, parce qu'elle sépare non seulement des eaux chaudes, salées, et ainsi de suite, comme j'ai dit, particulières, mais elle délimite aussi des zones de couches mélangées qui sont complètement différentes, avec des couches mélangées très faibles à l'est du front et des couches mélangées très fortes à l'est du front. Et cette zone frontale joue un rôle essentiel dans le phénomène El Niño. Donc un des quatrièmes motivations scientifiques que j'ai signalé, c'était que la salinité de surface permettait de dériver des indices climatiques qui sont assez pertinents. Et en titre d'exemple, j'ai illustré ici une série temporelle de mesures de salinité de surface qui ont été obtenues à partir de l'Observatoire de recherche en environnement, service d'observation de l'OMP. Donc une série temporelle sur cette boîte noire ici, qui est située au niveau de Fidji. Donc c'est une série temporelle qui va de 1970 à 2003. Et on voit que sur cette série temporelle, on observe de manière assez nette une augmentation de la salinité de surface pendant les événements El Niño, 72-73, 76-77, 82-83, 86-87, 92-92 et 97-98. Et en dépit de l'augmentation de salinité de surface liée aux événements El Niño, on voit qu'on a une baisse générale de la salinité de surface de l'ordre de moins 0,3 unités pendant 30 ans. Et ça, ce que ça traduit une modification forte du champ de précipitation lié au réchauffement global, lié à l'augmentation de la température de surface. On a fait un certain nombre d'autres études qui montrent que c'est effectivement une modification forte du champ de précipitation dans les zones de convergence liées au réchauffement global. Donc la salinité de surface permet de suivre l'évolution du cycle hydrologique global. Donc la salinité de surface, tous les résultats que j'ai présentés pour le moment, c'est des résultats qui ont été obtenus à partir de mesures in situ, a fortiori, parce qu'il n'y a pas encore de mesures satellitaires. Donc il y a un certain nombre de mesures in situ qui existent. Je vous en présenter deux panels ici. Donc les plus anciennes, c'est à partir de mesures des bouteilles en renversement. Ça, on a obtenu quelques mesures à partir de navires océanographiques.
C'est à partir de mesures de ce qu'on appelle des sondes de conductivité température depth, des sondes CTD, dans lesquelles on a des bouteilles qui sont sur une rosette ici. Donc on immerge la sonde et on fait des mesures en profondeur. Et à partir également de mesures de conductivité qui sont faites à partir des capteurs bien particuliers. Donc les mesures in situ sont faites en général à partir de mesures de conductivité qui est faite par rapport à une autre référence. On peut obtenir aussi des mesures in situ à partir de bouées dérivantes, qu'on large à partir de bateaux de commerce ou de bateaux marchands. On peut obtenir des mesures in situ à partir de sauts météorologiques, ça c'est une vieille technique ancienne. À partir de mouillages, des mouillages Théo, Triton dans le Pacifique et mouillage Pirata dans l'Atlantique. Une dernière technologie relativement importante, c'est à partir de bouées ergo. Donc il y a en ce moment environ 3000 instruments qui sont ensemencés, enfin, qui sont distribués dans l'océan global. Et ces flotteurs font des profils sur environ entre de la surface à 1500 mètres, restent une dizaine de jours à 1500 mètres, remontent en surface et transmettent leurs données via satellite. Et on peut également obtenir des mesures de salinité à partir d'hydroplaneurs, qui sont l'équivalent d'un planeur, mais qui se passe dans l'océan. Alors l'ensemble de ces mesures-là, je vous rappelle, sont obtenues en général à partir de navires océanographiques. Et je ne résistais pas à vous montrer un autre moyen de mesure de la salinité de surface, simplement parce que c'est un service d'observation de l'OMP. C'est qu'on peut obtenir des mesures à partir de thermosalinographes qui sont installés sur des bateaux marchands et de recherche. Ces mesures font des routes régulières, environ un voyage par mois. Donc c'est des thermosalinographes qui sont dans des bateaux marchands. Et à titre d'exemple, voilà le type de distribution spatiale que l'on obtient sur la période 2005-2008. Donc les mesures in situ ont une précision de l'ordre de 10-3 à 10-2 unités en salinité de surface. Donc on a actuellement un certain nombre de mesures in situ, disparates, mais qui existent, qui permettront à la fois de valider et ou d'étalonner les futures mesures satellitaires. Alors en dépit de cela, en dépit de la quantité des mesures in situ, si on compare la quantité des mesures in situ disponibles actuellement par rapport à la quantité des mesures in situ qui sont disponibles par SMOS, on voit qu'on a vraiment un réel besoin de mesures de salinité de surface de manière globale. Sur la figure de gauche, ici, ce que j'ai représenté, c'est issu du World Ocean Atlas 2005. En gros, c'est un siècle de mesures. C'est des mesures qui sont faites même depuis 1890 à 2005. On voit qu'il y a des zones entières de l'océan dans lesquelles il y a moins d'une mesure ou moins de 2 ou 4 mesures par carré de 100 km sur 100 km, en dépit du fait qu'on a des mesures depuis 1900 à 2005. Ça s'est un petit peu amélioré avec les mesures Argo récemment, mais il y a toujours l'océan du Sud en particulier qui est complètement sous-échantillonné en mesure de salinité de surface. Si on compare ça au nombre d'observations qu'on attend de SMOS, qui est donné ici, donc pour des carrés de 200 km par 200 km par 10 jours, on voit qu'en 10 jours de mesure SMOS, on obtient pratiquement 100 à 200 fois plus de mesures que les mesures in situ. La précision ne sera pas forcément la même avec SMOS, mais le fait qu'on aura énormément de données permettra, d'un point de vue statistique, nettement d'améliorer la couverture spatiale. Donc, brièvement, pour la salinité de surface, Yann reviendra ensuite par là-dessus. Bon, le principe de base de mesure de la salinité de surface par satellite est relativement simple au niveau du principe. C'est que l'océan est un corps non pas noir, mais gris, donc il va émettre un rayonnement, et ce rayonnement sera proportionnel à la température de l'océan et également à l'émissivité. Les capteurs qui sont sur le satellite mesurent la température de brillance, et l'émissivité, c'est quelque chose qui est fonction de l'angle d'incidence, de la salinité de surface, de la température de surface, et de ce que j'ai appelé U, qui déterminera les conditions de surface, donc la rugosité, la houle, le vent et l'écume. Donc on aura un besoin de données auxiliaires précises, et on pourra revenir des informations en particulier dans cet article-là. Ce que je veux souligner également, c'est que si on regarde la variation de la température de brillance en fonction de la salinité, on voit que la température de brillance diminue avec la salinité, mais que la pente augmente pour des températures beaucoup plus chaudes. Ici, on a des températures de l'ordre de 30 degrés, ici une température de 0 degrés. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir une précision beaucoup plus importante dans les eaux chaudes. Et l'objectif de SMOS, c'est d'avoir une précision de l'ordre de 0,1 à 0,2 sur la salinité de surface pour une boîte de 200 km pour 200 km de l'ordre de 10 à 30 jours. Sachant que ce que va voir SMOS typiquement, au-dessus de l'Angleterre, au-dessus de la mer du Nord, ici, c'est ce type de mesure, c'est ce type de mesure individuelle sur l'ordre de 1 PSU. Donc moi, je vous ai parlé un petit peu de salinité de surface. Et dans la suite de l'exposé, donc, Yann va vous parler de l'humidité des sols et de la partie SMOS en particulier. Voilà, merci. Merci, bonjour tout le monde. Je vais essayer de vous présenter donc à la suite de cet exposé la partie terre et la partie SMOS. Je vais essayer de ne pas utiliser trop de jargon, mais si je l'utilise, il ne faudra pas hésiter à m'arrêter. Je risque d'être trop bavard, il ne faudra aussi pas hésiter à m'arrêter. Et si vous n'avez rien compris, c'est que j'ai été trop mauvais, mais je vous donne une deuxième chance. Ce soir, je vais représenter à peu près la même chose, mais en plus vulgarisé. Donc celle du Sénéchal, comme ça a déjà été dit. Alors,
Comme l'a dit Thierry, je vais vous présenter maintenant la deuxième partie et je vais vous présenter ce qui se passe un peu sur les terres émergées. Pourquoi? Pareil, je vais essayer de vous découvrir pourquoi on a essayé de mesurer ces quantités de l'espace, l'utilité et après comment on va essayer de faire. Alors tout d'abord, on s'intéresse à la variabilité du climat et la première chose à regarder, c'est ce qui va influer le plus sur notre vie de tous les jours vis-à-vis du climat. Et vous avez représenté ici donc les différentes zones qui sont classées par zones pour lesquelles le facteur qui va piloter la croissance, par exemple de la végétation, va être la température. Les zones, ça va être le rayonnement en vert et les zones, ça va être l'humidité en rouge. Parce que comme vous le savez, pour que la végétation pousse, une fois qu'elle a sa nourriture, il lui faut du soleil, il lui faut une température adéquate et il lui faut de l'eau. Donc c'est cette conjonction des trois paramètres qui va permettre la croissance de la végétation. Et évidemment, toute variation climatique qui aura un impact sur ces quantités va avoir un impact sur la gestion de nos ressources. Donc le premier contexte autour de l'humidité superficielle, évidemment, c'est le contexte du changement climatique. Et on va essayer de regarder si on peut améliorer un peu notre connaissance de ce système, de voir si on peut arriver à mieux comprendre et prévoir éventuellement les événements extrêmes, tels que les inondations, les grosses sécheresses, les tornades, etc. Et bien sûr, le but ultime, c'est d'arriver à permettre une meilleure gestion des ressources en eau. Comme vous le savez, il y a de plus en plus d'habitants sur Terre, il y a de plus en plus de nourriture à produire, et il y a de moins en moins d'eau. Donc, enfin, il y a toujours la même quantité d'eau, mais ça devient une proportion de plus en plus faible. Donc, la gestion des ressources en eau commence à devenir critique. Et l'idée, c'est d'arriver à avoir une meilleure adéquation entre les cultures, ce qui pousse un peu partout, et les disponibilités en eau, et arrêter les aberrations du genre faire pousser du maïs dans la région toulousaine, sachant que le maïs, il va consommer de l'ordre de 7 mm par jour, ce qui est énorme par rapport aux disponibilités. Pour faire tout ça, il va nous falloir des meilleures prévisions météo, bien sûr, pour les événements extrêmes, pour la prévision du temps, etc. Et des outils d'aide à la décision. Et pour ça, ce qui apparaît au fur et à mesure, c'est qu'on a besoin d'une meilleure connaissance à la fois donc, de la salinité, ce qui a été présenté par Thierry, et de l'humidité de surface, qui sont deux quantités pour lesquelles on ne dispose pas de mesures mondiales et donc qui permettent leur utilisation pratique. Alors, maintenant, je vais me focaliser un peu sur l'humidité superficielle et on va essayer de voir pourquoi on a besoin d'avoir cette humidité superficielle. Donc, comme vous le savez, le bilan hydrique, quand on parle du cycle de l'eau, quand on parle d'hydrologie, on parle de quelques quantités en fait. La première, c'est ce qui arrive, ça va être la précipitation, qu'elle soit solide ou liquide, donc la neige ou la pluie. Et cette eau, elle va avoir plusieurs devenirs. Elle va être bien sûr éventuellement interceptée ici ou déposée ici. Et après, elle va soit être stockée à ce niveau-ci du sol. Alors, ça va commencer par la couche superficielle. Puis ensuite, infiltration, percolation, ça va éventuellement alimenter la nappe phréatique. Ou elle va ruisseler, c'est le runoff. Donc s'il pleut trop, si le sol est trop sec, s'il est trop dur, l'eau va s'écouler et produire du runoff. C'est-à-dire que l'eau qui tombera ici ne sera pas utilisable ici, elle partira ailleurs. Ensuite, cette couche de surface, elle va interagir directement avec l'atmosphère sous le biais de l'évaporation. Comme vous le savez, quand l'eau s'évapore, ça diminue la température. Donc ça a à nouveau un impact direct sur le climat, le temps, si vous voulez, sur les échanges. Et enfin, l'eau qui va s'infiltrer, elle pourra être pompée par la végétation, par le biais des racines, et ressortie sous forme de transpiration au niveau des feuilles, ou éventuellement descendre jusqu'à la nappe phréatique, et pareil, éventuellement remonter pour être évaporée en surface sous forme de réalimentation de la couche superficielle. Tout ça pour dire deux choses. C'est que quand on parle de bilan hydrique, on va parler de choses qui ont des caractéristiques spatiales et temporelles différentes. J'y reviendrai un peu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'un petit élément, qu'il faut travailler sur des surfaces un peu grandes, puisqu'on a des transferts latéraux importants entre toutes ces zones. Donc, ces quantités, et notamment l'humidité superficielle, va être importante pour la prévision météo, pour toute étude du climat, pour la gestion des ressources en eau, bien sûr, la gestion des cultures et la prévision des événements extrêmes. Alors, pourquoi on s'intéresse à l'humidité des sols? Donc, je vais maintenant vous montrer quelques exemples pratiques pour illustrer mon fait. D'abord, il y a le problème du changement climatique. Pour cela, on va avoir besoin de données à l'échelle mondiale. On va avoir besoin de longues périodes de données. Le climat, c'est quelque chose qui se traduit sur le temps. Mais des mesures tout de même fréquentes, puisqu'on veut échantillonner les événements de manière correcte. Et il faut bien sûr que la mesure soit stable dans le temps, parce que si ça dérive, si ça a des événements, si ça a un fonctionnement qui n'est pas constant, évidemment, on va avoir des problèmes d'interprétation ensuite. Alors, un exemple maintenant.
Ici, c'est l'indice de prédictabilité de la pluviométrie sur une période de 3 mois. C'est une étude qui a été faite il y a déjà quelques temps, avec plusieurs approches. La première qui est l'approche couramment utilisée, l'approche actuelle, où on va utiliser la température de surface des océans afin de piloter le modèle et arriver à cette prédictabilité. Donc vous retrouvez les zones dont parlait Thierry, hein, où il y a des fortes précipitations et qui influent sur la salinité de surface, mais il y a évidemment des effets similaires sur les continents. Si maintenant, dans l'image du milieu, on regarde ce qui se passe quand on inclut dans la modélisation la contribution liée à l'humidité des sols, on retrouve quelque chose qui est légèrement différent et bien sûr, évidemment, des différences principales sur les zones continentales. Quand on fait la différence des deux, on a ceci, et on s'aperçoit que notre indice de prédictabilité, en fait, il va être considérablement amélioré en utilisant l'humidité superficielle sur des zones terrestres, ça c'est assez logique, mais aussi des zones terrestres où il y a manifestement un problème de gestion des ressources en eau, que ce soit le fin fond du bassin amazonien, la zone sahélienne ou ici en Europe centrale. Donc, il y a un besoin de cette quantité de manière mondiale, donc grande quantité, si on veut arriver à des meilleures simulations. Voilà. Donc, tout d'abord, un autre exemple, pardon, j'ai oublié celui-ci. Ici, on représente pour la zone soudano-sahélienne la répartition des pluies. Et là, on a une sorte d'indice de précipitation qui se ramène à une moyenne. Et on regarde comment ça se passe d'une année à l'autre. Alors, ce qu'on trouve, c'est d'abord un grand cycle, qui est donc pluriannuel. Hein. Ceci va de 1940 à pratiquement nos jours. Donc, des cycles pluriannuels, disons. Mais on voit aussi que d'une année à l'autre, on peut avoir des différences énormes entre la pluviométrie. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui va essayer de gérer ses cultures là-bas, il ne pourra pas forcément se baser sur ce qu'il a obtenu l'année d'avant pour décider de ce qu'il va planter à l'année N+1. Donc une très forte variabilité qui a évidemment un impact sur les cultures, mais donc sur la vie de tous les jours et sur les conditions des gens là-bas. Deuxième aspect, pourquoi l'humidité des sols? Donc maintenant, c'est la prévision météo, et à nouveau, je vais essayer de vous présenter ça avec un petit exemple. Pour faire une bonne prévision météo, il faut bien sûr une couverture mondiale et des acquisitions fréquentes. Encore un autre exemple, donc toujours pareil, on va regarder la prévision météo. Cette fois-ci, on va être sur la partie, disons, ouest des États-Unis. Hein, vous reconnaissez ici la côte californienne et l'océan Pacifique. Et dans le premier cas, vous avez un exemple qui montre quelles sont les précipitations prévues en utilisant des données de sol humide, avec un sol humide, simulant un sol humide, et ici un sol sec, sachant que jusqu'à présent, ces données sont faites avec uniquement les températures de surface des océans, donc sans connaissance a priori de l'humidité des sols. Et ici, vous avez une représentation des différences. Alors ça, c'est un exercice purement théorique. Ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir une différence de l'ordre de 0 à 1 mm sur pas mal de zones. Alors multiplié par 365 jours, puisque c'est quand même une valeur annuelle, on commence à quelque chose qui devient non négligeable. C'est la pluviométrie presque de la moitié de celle de Toulouse. Par contre, il y a des zones où on va avoir des différences énormes de précipitations. Exercice théorique, on parle d'un cas extrême à l'autre, mais c'est quand même un exercice qui montre l'impact de la connaissance de l'humidité des sols pour avoir une meilleure prévision météo. Un autre exemple a été fait à ECMWF dans le cadre de la préparation de SMOS par Mathias Trouche. Et là, il a comparé différentes sorties de modèles avec un modèle, prévision de modèles qui utilise la méthode d'optimisation d'interpolation optimale, un modèle en boucle ouverte et les observations pour à la fois l'humidité superficielle et l'humidité de la zone racinaire. Et ce qu'il observe, c'est que les modèles actuels n'arrivent pas en fait à reproduire les conditions. On a des dessèchements qui sont anormaux et une tendance pour la zone racinaire qui également n'a pas la bonne tendance qui est sortie du modèle. Donc pour faire un petit test, il a assimilé dans son modèle des données satellitaires. Il s'est basé sur un satellite qui existe, qui est TMI, qui a une fréquence beaucoup plus élevée, 10 GHz, qui n'est donc pas tellement adapté à l'humidité superficielle, mais qui lui permet quand même d'améliorer de manière significative ses résultats. Il arrive à avoir une meilleure gestion de ses stocks en eau. Il n'a pas besoin d'arroser en permanence sa surface pour avoir les bons flux. Et donc, il a une estimation plus précise et plus fiable des conditions d'humidité tant superficielle qu'en profondeur. Et là, les tendances sont à peu près respectées. Autre point, prévision des événements extrêmes. Alors là, il faut une couverture plutôt régionale et quelque chose de très fréquent. Et on va donc regarder comment on peut faire cette prévision des événements extrêmes au moyen de cet exemple, où c'est encore une simulation qui a été faite cette fois-ci sur les États-Unis. Donc vous reconnaissez ici les États-Unis. Il s'est passé
en 1993 à des orages très violents sur la partie centrale des États-Unis. Et quand on fait la différence entre les pluviométries de 93 et 88 années de référence, on obtient donc un excès ici de l'ordre de 5 mm par jour sur cette zone pour la région. Si on fait tourner le modèle, toujours pareil, qui est uniquement piloté par les températures de surface des océans, on s'aperçoit que cette prévision était inexistante, qu'on ne savait pas la faire, et bien sûr, donc, des problèmes. On voit bien la tâche ici, donc elle n'est pas exactement positionnée au bon endroit, mais on la prévoit. Alors, maintenant, dernière chose, gestion des ressources en eau. Alors, ici, on va aborder une échelle un peu plus fine. C'est comment gérer les ressources en eau à une échelle plus locale. Comme vous le savez, donc, sur une surface type agricole, hein, cette photo a été prise pas très loin d'ici, dans notre site d'expérimentation sud-ouest, les échanges se font de la surface vers l'atmosphère, c'est principalement les flux de carbone et d'eau. Vous avez les flux aussi horizontaux, advection, ruissellement. Et le climat, lui, il va agir par le biais de tout ça sur nos variables d'état, qui sont la biomasse, l'état hydrique du sol ou de la végétation, le carbone du sol, etc. Et ce qui va être le point qui va piloter tout ça, c'est évidemment les aménagements et les pratiques agricoles. Alors on retrouve notre petit schéma et on en déduit le gros schéma. Donc ça, c'est encore une autre expérience qu'on a, c'est sur le Maroc et qui illustre bien les problèmes. C'est qu'on parle beaucoup d'hydrologie, mais en général, les gens se concentrent sur un petit point et ils oublient un peu ce qui va avec. Donc on retrouve ici notre forçage, précipitation et rayonnement, etc. Et sur cette zone, c'est une zone qui se trouve au Maroc, c'est la zone de Marrakech, une zone où la population se développe assez rapidement et où il y a un certain nombre de cultures qui sont pratiquées autour, des cultures type vivrière, du blé, aussi de nombreux vergers avec des oliveraies ou des orangeraies. Le problème de cette zone, c'est qu'il tombe à peu près moins de 200 mm par an et la demande évaporative est de l'ordre de 2 mètres. Donc il y a manifestement un problème au niveau de la gestion des ressources en eau. Et pour l'instant, la majeure partie de l'eau qui est utilisée pour ces cultures vient de l'irrigation, donc principalement de l'eau qui est stockée sous forme de neige dans l'Atlas. Il est important pour ces gens d'être capables de comprendre ce qui se passe au niveau de leur région, évapotranspiration, sur ce bassin qui est le bassin du Tensift, puisque pomper dans la nappe ne va pas aller très loin. On voit qu'on évapore beaucoup plus, on peut évaporer beaucoup plus que ce dont on dispose en entrant. Donc il va y avoir un problème de déficit et il faut reposer essentiellement sur l'eau qui arrive d'extérieur. Donc bilan hydrique, ça ne veut pas dire regarder ce qui se passe ici, ça veut aussi dire savoir ce qui se passe là-bas, si on veut arriver à gérer ça. Et l'idée, là, donc on a une étude dans le cadre de notre équipe IRD au labo, où on regarde comment avoir une meilleure aide à la décision ici, afin de décider en fonction des conditions climatiques, de ce qui pousse, comment optimiser l'irrigation, quitte à sacrifier certaines cultures en cas de pénurie, et sacrifier les bonnes cultures, c'est-à-dire celles qui n'auront pas un impact à long terme. Donc ceci était pour illustrer ça un peu, c'est que pour la partie hydrologie, le défi, ce n'est pas de savoir mesurer ceci ou cela, c'est de savoir aborder toutes les dimensions spatiales et temporelles du problème afin d'arriver à résoudre notre paramétrisation. Et pour ça, l'idée, c'est de s'appuyer sur l'approche télédétection, où on va coupler des modèles qui sont dynamiques, qui vont évoluer en fonction du temps, et forcer ou en assimilant des données type satellitaire, qu'elles soient à basse résolution, comme SMOS, ou à haute résolution, comme par exemple SPOT, Vénus ou des satellites de genre, qui vont donner un échantillonnage, si possible temporel élevé, avec une haute résolution spatiale, mais sur une petite zone, et par contre avoir une couverture un peu plus globale et générale, plus fréquente si possible, à l'aide de capteurs à plus basse résolution. Tout ça pour en revenir au point de départ, donc ça c'est les choses telles que présentées par GWEX, qui est l'expérience globale, enfin mondiale d'énergie et d'eau, où on regarde un peu l'imbrication des différentes choses. Quand on parle de gestion des ressources en eau, on a un aspect un peu climatique, si vous voulez. On va regarder aux effets couplés océan-atmosphère avec les modèles, et utiliser aussi les modèles méso-échelle, qui, eux, entrent dans la dimension des modélisations qu'on peut faire sur des régions, à l'aide de SVAT, donc des systèmes de transfert sol-végétation-atmosphère. Et ça, c'est utilisé soit pour faire de l'hydrologie vraiment à petite échelle, donc en utilisant des modèles hydrologiques fins, soit pour la gestion des ressources qui, elles, vont nécessiter l'utilisation des 3 types de mesures,
puisqu'on va avoir besoin d'une bonne prévision du temps qu'il va faire. Donc, par exemple, prévoir un El Niño. Savoir ce qui se passe au niveau plus local dans le temps, temporel, et ce qui se passe au niveau régional fin, pour gérer, par exemple, dans cet exemple, des réservoirs, enfin des barrages. Alors bon, je vous ai beaucoup parlé de l'humidité des sols, mais il serait bon de savoir ce que c'est. L'eau, qu'est-ce que c'est que l'humidité des sols? Je n'ai pas fait comme Thierry, je ne suis pas allé chercher dans le dictionnaire savoir ce que ça voulait dire humidité, ce qui est une grosse erreur, je le reconnais. Et j'ai essayé de savoir. Alors d'abord, l'eau, on peut dire c'est l'eau dans le sol, mais c'est quoi? Dans les premiers microns, tel qu'on le verrait avec un capteur visible, dans les premiers millimètres, dans les premiers centimètres ou dans les premiers mètres, tel que on le voudrait par exemple pour savoir quels sont les stocks en eau totaux. C'est l'eau dans la litière, c'est-à-dire dans la nécromasse, la partie de la végétation morte qui se trouve en surface. Est-ce dans la zone racinaire, celle qui va être utilisée par les plantes pour grandir? Dans la nappe phréatique, celle qu'on va pomper avidement pour s'alimenter ou faire pousser des cultures irriguées. Ça peut être aussi tout ça. Ça peut être une partie de tout ça. Ça peut être la zone racinaire et la nappe phréatique. Et bien sûr, on peut aussi inclure dedans l'interception du couvert. On peut inclure la neige ou la glace. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, là, on a fait une petite analyse. Et l'eau interceptée par un couvert végétal sous forme de rosée, donc uniquement la rosée, provoque des variations de contenu en eau d'un herbe, d'un gazon, qui fait à peu près le tiers de ces variations annuelles. Donc vous voyez que c'est quand même des quantités d'eau qui sont loin d'être négligeables et qui vont influer sur le signal de manière évidente. Une autre manière de définir l'humidité des sols, c'est un indice. Alors on va parler du flétrissement, c'est-à-dire la quantité d'eau telle que la végétation flétrit, ou de la saturation, c'est-à-dire quand on marche, on s'en met plein les chaussures. Et entre les deux, qui est défini par la texture du sol, le type du sol, on définit un indice qui varie de 0 à 1 par exemple. On peut aussi parler d'une variable d'ajustement, c'est ce qui est fait souvent, c'est-à-dire que dans un modèle météo, on ne connaît pas l'humidité de surface, mais on sait à peu près ce qui sort. On s'intéresse de toute manière à ce qui se passe à 500 millibars. Pas grand monde qui vit là-haut, mais enfin c'est leur référence. Et l'eau du sol, on va l'ajuster pour avoir les bons flux, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, en général, on va arroser avec un gros tuyau, et puis on va regarder pour avoir la bonne humidité et avoir les bons flux. Et ça peut être aussi une couleur sur une carte, bien sûr. Et il y a des gens même j'ai vu des braves modélisateurs qui disaient que l'eau du sol, l'humidité du sol n'existait pas, que c'était un concept inexistant. Bon, j'ai marché dans un champ déjà, je sais que ça existe, moi. Comment la mesurer? On peut la mesurer dans le laboratoire, donc je vais aller assez vite, vous connaissez tout ça. On prend un petit bout de pot de terre, on le pèse, on le fait sécher, on le repèse et on a le contenu en eau. C'est ce qu'on appelle la mesure gravimétrique. On peut utiliser des sondes, c'est un peu plus sophistiqué. Ça, on le met dans le sol, ça marche tout le temps, ça enregistre et on peut avoir un suivi continu. Et puis, il y a télédétection, avec plusieurs options. Utiliser les capteurs visibles. Inconvénient, avantage déjà, c'est qu'ils ont une bonne résolution spatiale. Inconvénient, c'est que quand il y a des nuages, on ne voit plus rien. Et en général, quand il y a des nuages, il y a de l'eau après. Et surtout, ils sont sensibles vraiment à une pellicule supérieure et ils ne voient que l'enveloppe, c'est-à-dire que s'il y a un couvert végétal, ils verront le haut du couvert végétal. Il y a le moyen infrarouge. Lui, là, on regarde plus ce qui se passe au niveau de la végétation elle-même, c'est-à-dire comment elle va réagir, ou du sol. Pareil, une variation de réflectance va nous donner une information. On est toujours gêné par les nuages, bien sûr, et c'est encore une mesure qui est peu sensible. Enfin, l'infrarouge thermique, lui, il va nous caractériser un peu un flux, c'est-à-dire qu'il va être lié à la quantité d'eau dévaporée, donc à une variation de température. Il est bien sûr lié à la couverture nuageuse, quand il y a des nuages, on ne voit rien. Mais surtout, il y a un truc beaucoup plus important, embêtant, c'est que la température, elle ne va pas être seulement affectée par la quantité d'eau, mais aussi par le forçage, c'est-à-dire par exemple par le vent qui va souffler dessus. Et de ce fait, on a une mesure qui est très difficile à interpréter puisqu'on doit connaître tous les forçages pour utiliser. Donc il reste les micro-ondes actives et passives. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur la distinction entre actif et passif. Je dirais juste que l'actif, par définition, c'est une onde cohérente. Donc on a beaucoup de problèmes en fait à séparer les différentes contributions du signal. Principalement, on peut dire que l'influence de la rugosité de surface va être au moins égale à celle de l'humidité sur le signal, que la végétation va jouer un rôle qui va être variable dans le temps lié à sa distribution d'eau. Donc depuis N années maintenant, il y a des capteurs radars qui tournent dans le ciel, mais jusqu'à présent, on n'a jamais vraiment produit de carte d'humidité de surface avec ces systèmes, sauf quand on fait de détection de changement, et là, ça ne marche pas trop mal. C'est-à-dire qu'on regarde les changements, donc on a une mesure relative. Avantage, la résolution spatiale peut être fine. Les micro-ondes passives, on a un autre problème que je détaillerai tout à l'heure, mais c'est la seule qui nous permet de
d'avoir une mesure relativement sensible, puisque sur une gamme d'humidité des sols, on va avoir une variation de l'ordre de 80 Kelvin de température de brillance, donc quelque chose qu'on sait bien détecter avec un capteur, qui aura une résolution de 1 à 3 Kelvin, par comparaison aux micro-ondes actives, où l'amplitude du signal fait, pour le même cas, à peu près 6 dB, et la sensibilité d'un système est de l'ordre de 1,5 à 1 dB selon les cas. Donc tout ça mis l'un dans l'autre, on s'aperçoit qu'il est bon d'utiliser micro-ondes passives. Mais on ne l'a jamais fait. Pourquoi? Je vais essayer de vous le présenter maintenant via le projet SMOS, qui est un projet qui est né il y a déjà quelques temps et qui est parti de Toulouse, je crois qu'on peut le dire. C'était des gens qui étaient à l'OMP, hein, alors je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais dans un petit laboratoire de l'OMP. Il y avait les gens du LERTS, donc nous, et puis les gens de Matra Marconi Space. Et à partir de travaux faits aux États-Unis en interférométrie, on savait qu'il nous fallait utiliser une basse fréquence et on cherchait un moyen d'avoir une antenne, faire une antenne qui puisse être embarquée et pour le réaliser. Donc c'est parti dans les années 90, 90-91. Et comme vous le verrez, après quelques temps, on va peut-être arriver à avoir quelque chose. La salinité des océans, ça vous a été décrit abondamment. Donc je ne vais pas m'appesantir. Thierry a très bien décrit tout ça. Je vous montre la carte qui existe, hein, c'est celle de Levitus. Et comme il l'a dit, c'est basé sur très peu de mesures et c'est ce qu'on va essayer de combler. Alors un petit mot sur les fréquences. On va essayer de travailler. Si on veut la salinité, on s'aperçoit que la courbe de sensibilité à la salinité, c'est celle-ci là. Et elle démarre assez bas. Elle démarre tout juste à 5 GHz. Et après, on commence à avoir un signal intéressant à 1 GHz. Donc si on veut travailler pour la salinité, on s'aperçoit qu'il va falloir aller par là-bas. Comme l'a dit Thierry, la sensibilité sera faible, donc on va avoir des petits soucis de ce côté-là. Par contre, on voit d'autres choses qui apparaissent, c'est que plus on va bas en fréquence, plus on a l'effet de rotation de Faraday, qui est lié au taux d'électrons dans l'ionosphère, qui fait tourner les polarisations et qui nous complique un peu la tâche. Et puis enfin, on veut travailler dans une zone propre, c'est-à-dire où il n'y a pas tout un tas d'instruments qui émettent. Donc on travaille dans des bandes protégées. Et là, il n'y en a pas 36. Il y a une toute petite à 10 gigas. Il y a une vague bande partagée à 5 gigas qu'on est en train de perdre. Il y a une bande à 1,4 gigas qui est petite aussi, qui fait que 27 MHz. Et puis après, il faut aller beaucoup plus bas. Et ça va nous poser d'autres problèmes. Au-dessus des terres, on retrouve le même genre de courbe, hein, sensibilité en fonction de la fréquence. Et vous voyez ici la sensibilité à l'humidité superficielle, c'est cette courbe bleue. Et pour les mêmes raisons, on va essayer d'aller vers les plus basses fréquences possibles. Et les phénomènes perturbateurs, l'atmosphère ici ou la végétation, sont à des fréquences plus élevées. Donc c'est comme ça qu'on compte avoir bon accès à cette quantité. C'est illustré ici à nouveau, mais bon, c'est des choses bien connues, hein. On voit le spectre solaire et on va se travailler, nous, dans cette fenêtre-ci. Alors, on s'aperçoit qu'on veut travailler dans les micro-ondes passives, qu'on veut travailler en bandelle, mais là, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un problème de résolution spatiale. Il y a la règle qui veut que quand on fait, c'est comme en optique, hein, quand on veut regarder quelque chose, on va regarder avec une antenne et la résolution de cette antenne sera liée à la longueur d'onde utilisée et au diamètre de cette antenne. Plus le diamètre est grand, plus la résolution va être petite et plus la longueur d'onde va être grande, plus la résolution va être grande. Donc, quand on va descendre vers la bandelle, on va s'apercevoir qu'il va nous falloir une antenne de plus en plus grosse si on va avoir une résolution correcte. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on veut avoir une résolution de l'ordre de 50 km en bandelle, il faut une antenne qui fasse de l'ordre de 8 mètres de diamètre. 8 mètres de diamètre, ce n'est pas quelque chose qu'on met facilement sous une coiffe satellitaire et c'était le problème que rencontraient toutes les tentatives d'avoir un système spatial qui mesure l'humidité superficielle de l'espace. Et en fait, l'idée elle est venue d'utiliser les techniques des radioastronomes parce que ces gens-là, ils sont très rusés et ils ont trouvé des méthodes pour arriver à avoir des meilleures résolutions. Leur seule contrainte à eux, c'est qu'ils regardent un point brillant au milieu d'un environnement sombre, une étoile, tandis que nous, on va regarder une surface étendue. C'est là la principale différence. Donc, nous, on s'est mis à travailler avec les gens de ce qui s'appelle maintenant le LAT pour arriver à voir comment on pouvait utiliser ces techniques pour faire résoudre ce problème. La technique est simple, hein. On a une résolution qui va être liée à la distance entre les antennes. Et en fait, on regarde les différences de marche. Il y a une sorte de frange d'interférence. Et grâce à ces franges d'interférence, on va un peu trier le signal. Et les techniques utilisées par les radioastronomes sont décrites ici sur cet observatoire qui est au Mexique. Et vous voyez donc, c'est des bras en Y, disons, qui vont observer avec toute une série d'aériens l'espace.
Et le plus grand système qui existe, hein, il a comme diamètre efficace le diamètre de la Terre, puisqu'ils ont mis des antennes de chaque côté du globe. Donc, le concept est né de ça. On avait besoin de champs de salinité et d'humidité. La bandelle est la plus appropriée pour faire ceci, mais à cause de la taille de l'antenne, on est obligé d'utiliser une antenne synthétique. Donc, on a fait une proposition en 1997 au CNES pour une mission spatiale. Ils ont dit, votre projet est très bien, mais on n'a pas assez de sous, il faut aller voir ailleurs. Donc, on est allé demander à l'Espagne de bien vouloir venir avec nous pour faire une proposition à l'ESA. Et on a fait une proposition en 1998 qui a été sélectionnée en 1999 pour être commencée en 2000 dans le cadre des missions exploratoires de l'ESA. Bon, maintenant on est sur le point de lancer, donc lancement en 2009, je reviendrai un peu tout à l'heure là-dessus. Et ce qu'on utilise, c'est donc cette technique interférométrique 2D avec cet instrument, qui est un instrument qui est sur une petite plateforme, et il y a des bras ici, un peu comme l'observateur que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le même principe, et ça représente donc une surface, une antenne qui aurait cette dimension-là, qui donc fait un peu plus de 8 mètres de diamètre, qui nous permet d'obtenir la résolution. Alors après, il fallait définir un peu les caractéristiques scientifiques qu'il fallait satisfaire pour obtenir les objectifs. Pour la partie humidité, nous, ce qu'on voulait, c'est des acquisitions multi-angulaires pour séparer les contributions de la végétation et du sol. On a besoin de la double polarisation, H et V, donc verticale, horizontale. Et les objectifs, c'était d'arriver à faire mieux que 4% d'humidité volumique avec un temps de révisite de l'ordre de 3 jours. Les météos avaient un certain nombre de simulations, avaient dit que si on voulait être capable d'extraire l'humidité dans la zone racinaire par les méthodes d'assimilation, il fallait une acquisition au moins tous les 3 jours. Et pour la végétation, on a un suivi de l'ordre de la semaine qui nous permettra d'obtenir le contenu en eau de la végétation. La résolution devait être meilleure que 50 km. En océanographie, comme l'avait présenté Thierry, le problème est un peu différent parce qu'on a une sensibilité assez faible au signal et on est obligé de faire des moyennes spatio-temporelles. Donc, pour arriver à nos besoins, on va faire des moyennages des mesures sur 10 jours et sur des pavés qui font de l'ordre de 200 km. C'est l'expression de besoin qui avait été faite dans le cadre de Godae. Et on arrive donc à ce genre de comparaison où on montre que la différence entre les modèles par rapport à Levitus montre que ce genre de caractéristique est largement suffisant. Alors, 2 mots très rapides sur le principe d'acquisition. Donc, on a notre antenne ici. Et en fait, on va mesurer pour toutes les paires d'antennes les différences avec un corrélateur complexe. Et on va avoir une caractérisation de notre surface. Alors, pour essayer de caractériser ça un peu plus simplement, si on suppose que toutes les antennes sont rigoureusement identiques, qu'on a exactement les mêmes filtres pour toutes, et qu'avec une finesse infinie, et que tous les corrélateurs sont rigoureusement identiques, que toutes les chaînes ont le même gain, donc un instrument parfait et idéal, eh bien en fait notre fonction de visibilité, ce serait une transformée de Fourier des températures de brillance. Et donc si vous voulez en termes très simples, le système en fait il fait une transformée de Fourier de la surface, et c'est grâce à ça qu'on a on distribue si vous voulez l'humidité acquise par toutes ces antennes. Évidemment, les antennes sont loin d'être identiques, même si elles sont proches, les fils ne sont pas les mêmes, même s'ils sont proches, les corrélateurs ne sont pas les mêmes, etc. Donc on a un petit nombre de soucis à résoudre et c'est ce qu'on fait actuellement dans les phases de préparation. Une autre caractéristique, c'est qu'on a nos éléments là qu'on va séparer d'une certaine distance et là on ne va pas respecter Shannon, donc on va avoir du repliement de spectre. Alors illustré ici, vous avez le champ de visibilité de l'antenne, c'est dans l'espace des cosinus directeurs. Donc, vous avez ce cercle représentant le demi-espace vu par l'antenne. Ici, vous avez une zone où vous n'avez pas de repliement de spectre, donc vous avez la bonne température de l'ordre de 300 Kelvin. Là, on imagine qu'on image une scène uniforme de 300 Kelvin. Ici, vous aurez 2 alias qui se répliqueront. Donc, vous allez passer à 600 Kelvin. Et la partie bleu marine, vous avez 3 alias qui se répliquent, donc vous avez 900 Kelvin. Alors, pour montrer ça de manière un peu plus simple, là, j'ai encore changé l'écartement. Donc là, je vais avoir plus que du repliement. Il va se superposer. Et ça vous illustre un peu ce qui se passe. Donc, dans notre champ de vue qui est ici, cette zone ici qui correspond à une réplication, donc la sphère qui est ici, cette réplication-là, ici, elle va aller ici. Donc, mon duplicata, il sera là. Et vous voyez qu'ils se cumuleront tous ici, au milieu. Donc, évidemment, on ne s'est pas mis dans un cas aussi défavorable. On s'est mis dans le cas précédent. Et en fait, comme nous, on va imager la Terre avec un angle, on va avoir, donc je vous retrouve ici, c'est l'hexagone de tout à l'heure, le cercle de visibilité totale.
Et la zone ici sera complètement sans alias. Et les alias sont là. Par contre, nous, on va imaginer quelque chose où vous aurez donc le cercle d'imagerie qui est ici. Et la Terre, c'est cette partie-là. Donc, elle est ici. Donc ici, dans mes alias, ceux qui se répliqueront auront soit du ciel, qui est très froid, soit de la Terre. Quand il y a de la Terre, on ne saura rien en faire ici. Par contre, quand ce sera du ciel, on pourra retirer la contribution du ciel et donc travailler. Donc tout ça pour dire que la zone qui nous est utile et sur laquelle on pourra travailler, c'est ce pseudo-hexagone ici. Alors, voilà maintenant le champ de vue projeté au sol. Donc vous retrouvez l'espèce d'hexagone tordu de tout à l'heure. Et vous avez ici les éléments d'acquisition, donc les tâches au sol de résolution du satellite SMOS. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette machine a un gros avantage sur beaucoup, c'est qu'au lieu d'imaginer un point par un point, elle image toute la zone avec tous ses angles. Donc en fait, quand un point arrive, quand le satellite se déplace, donc à la vitesse de l'ordre de presque 7 km par seconde, il va voir un point au sol ici, et avec un certain angle, et puis le satellite va avancer, il va le voir ici, etc. Un peu comme quand vous regardez un arbre défiler, quand vous roulez au bord de la route, vous le voyez de face, puis sur le côté et derrière. Donc vous avez une vision un peu stéréoscopique de l'objet. Et là, c'est un peu ce qu'on fait, sauf que ce qu'on regarde, c'est la signature angulaire de l'émissivité. Et c'est on a de l'ordre de 80 acquisitions ici. C'est avec ce signal plus riche qu'on va séparer les différentes contributions. Donc, le principe est le suivant. Et si on le représente ici, si vous voulez, c'est la même chose. On voit le point ici. On le voit avec une incidence typiquement de 55 degrés quand il arrive dans le champ de vue. Et on va le couvrir jusqu'à ce qu'il passe derrière. Donc, on a une couverture globale de notre pixel. Et si je reviens dessus, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a toute une zone ici où on va avoir beaucoup d'acquisitions. Donc, quand le point il se trouvera dans la partie centrale de la trace. Et on pourra inverser facilement les deux quantités, humidité du sol et contenu en eau de la végétation. Par contre, quand on va être ici, on va avoir une acquisition un peu moindre. On aura moins d'angles et moins de données. Donc, ce sera un peu plus délicat. Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les données de l'orbite précédente pour caractériser le contenu en eau de la végétation. Et c'est ce qu'on va utiliser au niveau de l'inversion pour n'inverser cette fois-ci que l'humidité du sol. C'est pour ça que vous avez 3 jours de révisite pour l'humidité du sol et 7 jours pour la végétation. Donc voilà illustré un peu une acquisition sur l'Afrique. Donc vous voyez le golfe de Guinée ici, l'Afrique du Nord ici, vous reconnaissez l'Espagne, etc. Et vous voyez un peu ce que ça pourrait donner avec des acquisitions séparées cette fois-ci dans le temps assez sérieusement, hein, puisque vous avez pas mal de kilomètres. Mais vous voyez donc un point, il est vu avec différents angles, donc la température de brillance va être différente. Un autre caractéristique de SMOS qui est très importante et peu habituelle, c'est qu'on construit le pixel. Donc on utilise notre méthode pour construire le pixel. Et comme on le construit, on peut le construire où on veut. Donc en fait, on définit des points d'acquisition qui sont fixes et qui seront toujours les mêmes. Donc vous pourrez caractériser le contenu en végétation, enfin en état de surface d'un point, une fois pour toutes, et ce sera toujours le même point que vous imagerez. Ou inversement, vous pouvez décider que vous voulez savoir ce qui se passe dans les zones côtières, par exemple, et bien vous allez fabriquer votre construction pour suivre exactement le contour de la côte, avec un pixel terre, un pixel mer, et quand vous ferez vos inversions, vous pourrez prendre les effets perturbateurs de l'un sur l'autre beaucoup plus facilement. Et si vous avez un site de mesure à un endroit donné, vous pourrez faire la reconstruction centrée sur le site de mesure. Par contre, tout n'est pas beau, on ne peut pas gagner sur tous les plans. Et là où on perd avec SMOS, c'est qu'on va imaginer cette zone-là, avec ces petites antennes. Donc l'énergie qu'on va intercepter va être celle de la surface totale de toutes ces petites antennes qui est représentée ici. Donc on va avoir l'équivalent, si vous voulez, en flux d'énergie capté par ça, pour représenter tout ça. Et ça veut dire qu'on va avoir une perte de sensibilité. Et c'est ce qui nous pose problème principalement en océanographie, où on n'a pas tout à fait la sensibilité qu'on voudrait. Alors maintenant, 2 mots sur le satellite. Il y a donc les éléments des bras, il y en a un paquet, il y a un 69, comme l'a dit Thierry. On va voler à une altitude de 757 km. C'est choisi pour avoir bon phasage des orbites. On a choisi une orientation des aériens comme ceci, par rapport au vecteur vitesse qui sera ceci, c'est le steer angle. On a une inclinaison de 32,5 degrés, donc on vise un peu en avant pour avoir une bonne gamme d'incidence. L'écartement des éléments est de 0,875, donc on ne respecte pas Shannon. Et on pourra avoir le choix entre soit la double polarisation, soit la polarisation pleine, c'est-à-dire 4 paramètres de Stokes. Le système sera embarqué sur une plateforme Proteus. Il partira avec un lanceur Rocot et le segment sol sera fait pour les niveaux 0 à 2 par l'ESA à Villafranca, à côté de Madrid. Pour les niveaux 3 et 4,
Alors, c'est Toulouse pour la partie terres émergées, mais pour la partie océanographie, ce sera à l'Ifremer-Brest. Cette partie-là est entièrement financée par le CNES. Ça, bon, c'est pas très intéressant. Alors maintenant, le point sur le projet lui-même. Donc l'instrument, il est fini. Il a été fini l'an dernier, au mois de mai. Il a été complètement testé. Je vous montrerai quelques images. Il a été monté sur le bus Proteus au mois de juin de l'an dernier. Et maintenant, le satellite est fini. C'est-à-dire que tous les tests ont été finis pratiquement. Il est prêt à être lancé. En fait, on est en train de le mettre en cocon. Parce que le satellite, le lancement qu'on devait avoir pour cet été, eh bien, les Russes nous ont dit qu'on ne pourrait pas l'avoir en 2009 pour des histoires de géopolitique qui sont bien embêtantes. Les segments sol de niveau 0 et 2, ils devraient fonctionner assez rapidement sous la forme la plus simple. Quand je dis basique, c'est l'état de base qui permet au moins d'accumuler les données et de commencer à travailler dessus pour regarder des problèmes d'étalonnage. Le segment sol du niveau 3-4 est initié, donc à Brest et Toulouse. L'appel d'offres sciences a été fait par l'ESA, a été lancé, il y a eu un bon succès, tout ça, c'est en route. Et des campagnes, il y en a eu un certain nombre. Il y a des campagnes qui tournent en continu, comme SMOS-REX autour de Toulouse. Et puis il y a eu un certain nombre de campagnes, ici en Australie par exemple. Il y en a une en Afrique, à Amma, etc. Et en fait, on découvre des choses assez intéressantes. Par exemple, on a découvert dans ces travaux que les fameuses paramétrisations de Dobson pour la constante diélectrique des sols, eh bien, il y avait des gros problèmes avec, qui ne se voient pas dans la vie de tous les jours, mais quand on commence à se regarder aux faibles humidités, on s'aperçoit qu'il y a des anomalies. Le temps quasi-réel a été initialisé, et donc les données arriveront aux fortes latitudes, dans une station qui est à Svalbard, et elles pourront être traitées en temps quasi-réel à Reading, donc au Centre européen de météo, qui se met maintenant au niveau, afin de pouvoir traiter et assimiler ces données directement. Et on prépare le futur, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir à la suite. Alors, quelques images maintenant. Ici, c'est la charge utile, tout emballée dans sa couverture de germanium. Il manque ici l'appareil qui permet de voir les étoiles, donc pour le positionnement. Ici, vous l'avez pendant les tests acoustiques, donc ça, c'est des haut-parleurs. Si vous restez dans la salle, vous êtes réduit en miettes, là, parce que ça secoue assez fort, c'est mieux que les raves. Hein. Mais bon, on ne le fait qu'une fois. Ici, c'est le bus Proteus. Ici, c'était la partie la plus impressionnante, je crois, de cette phase de test. C'est quand on a déplié SMOS dans un simulateur solaire. Donc, c'est une grosse cuve dans laquelle on fait un vide assez poussé. On fait froid, il fait froid là aussi. On est à la température environnante quand on est à 700 km. Et il y a un soleil artificiel qui est par là avec un réflecteur qui vient chauffer ça. Et ben, on a fait les tests en déployé, on a regardé les cycles, etc. Et cette salle, cette pièce, je ne sais pas comment l'appeler, qui est assez gigantesque, qui contenait Envisat, et ben nous, on tenait tout juste, et le soleil, il n'a jamais vu ces petits bouts d'antenne parce que c'était trop loin. Donc on est en limite pour le simulateur solaire. On a fait aussi des tests en chambre anéchoïque, je vous en montrerai une image juste après, et on a imagé le plafond, donc ça c'est vraiment la première image de SMOS faite, en polarisation HEV, donc c'est en champ proche, ce n'est pas tout à fait les vraies conditions. Donc là, vous avez tous les alias, hein, mais c'est cette partie qui nous intéresse. Et ce que vous voyez, les petits points que vous voyez, là, c'est les plafonniers qui étaient allumés et qui donc sont polarisés. C'est une découverte scientifique. Et enfin, donc ça, c'était en juin dernier, quand on a monté la charge utile sur la plateforme Proteus. Lui, il cherche la clé à molette qu'il a oubliée à l'intérieur. Et voilà, c'était le début des tests, cette fois-ci finaux, ce qu'on appelle assemblage, intégration et test, à Thales Alenia Space, donc à Cannes. Et les essais en chambre anéchoïque, encore vous voyez, c'est encore quelque chose qui est assez grand. Donc ça, c'est le SMOS, donc au sol. Ici, c'est une source qui permettait de faire des essais et des mesures. Et puis là, les fameux plafonniers qu'on voit sur les images. Donc de notre côté, on simule un peu ces données, on commence à préparer les algorithmes d'inversion. Donc voici des simulations du niveau 1C tel qu'il sera fourni. Là, c'est le browse product, c'est-à-dire qu'il y a un seul angle d'incidence pour voir. Et donc on a simulé ici 2 orbites sur Terre avec l'Afrique, l'Europe, et vous voyez les effets. On voit la manière dont seront les données. Et bien sûr, nous, on en profite pour tester nos algorithmes d'inversion qui vont donner l'humidité superficielle, donc sur l'Europe et l'Afrique. Donc là, c'est une vieille version, il y avait un certain nombre de soucis qui sont corrigés. Mais l'image de départ, donc nos humidités, et puis
l'inversion avec un instrument parfait et l'inversion avec l'instrument réel. Et bien sûr, on fait la même chose sur les océans. Là, dans cet exemple, on regardait l'influence du bruit galactique. Parce que oui, ce que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est que sur Terre, il n'y a pas trop de soucis, mais sur mer, il y en a un petit souci. C'est que si la bande, elle, est protégée, c'est parce qu'elle servait à quelque chose, évidemment. Et elle sert essentiellement à garder l'arrêt de l'hydrogène là-haut. Et s'il y a une raie de l'hydrogène là-haut, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui descend au sol. Et ce quelque chose, il n'est pas négligeable. Dans le cygne, il y a quelque chose qui émet, par exemple, et même si c'est très très loin, ça émet beaucoup, beaucoup. Et on le voit. Et sur les océans, comme la surface est réfléchissante et qu'on s'intéresse à un petit signal, eh bien, ça a un impact non négligeable. Et vous voyez ici l'influence, c'est en Kelvin. Donc, vous avez des zones où le bruit galactique, c'est-à-dire quand on est dans le plan de la Voie lactée et qu'on a ces sources chaudes du cygne, par exemple, eh bien, on a un signal qui est perturbé. Alors, ça dépend des périodes de l'année. Vous voyez, là, c'est le mois de janvier, février et mars. Et puis, à la fin de l'année, pour cette orbite qui est une orbite ascendante sur l'Atlantique, on n'a plus grand-chose, par exemple, pendant juillet, août, septembre. Et puis, pour l'orbite descendante, donc là, on est dans le Pacifique, on a évidemment un effet complémentaire. Alors, des points qui restent à résoudre, il y en a encore. Hein. On a les modèles sur Terre pour le sable sec, la neige, la glace et les sols. Tout ça sont des modèles qui sont ou inexacts ou trop compliqués à utiliser de manière pratique. Et on a un gros souci, c'est les interférences parasites. On est dans une bande protégée, normalement personne ne devrait émettre. Mais on s'aperçoit qu'en fait, il y a pas mal de gens qui émettent. Alors déjà, il y a les militaires, qui ont souvent des radars qui fonctionnent à ces fréquences-là. Donc là, on a la parade, parce qu'on va publier sur la page SMOS toutes les sources, et ils seront localisés de manière assez précise. Donc je pense qu'ils arrêteront d'émettre quand on passe, sous peine d'indiquer à tout le monde leur position. Et puis par contre, il y a tout un tas d'autres systèmes, et on a découvert par exemple qu'en France, on est un très mauvais élève, parce qu'on ne respecte pas ces protections, et on faisait des mesures avec un radiomètre aéroporté, et à l'ESA, maintenant, ils rigolent bien, ils l'appellent le détecteur de frontières françaises. Parce que quand ils arrivent au-dessus des frontières, pouf, ça se met à saturer. On a vu, nous, par exemple, dans le Vercors, on installait quelque chose avec les gens du LGGE, du LTHE, pardon, cette fois-là. On installait un système, une antenne SMOS pour regarder ce qui se passait point de vue ruissellement sur la falaise d'en face. Et quand il a fait la mesure avec l'analyseur de spectre, eh bien, il a vu qu'il y avait un émetteur là, des comices agricoles ou je ne sais quoi, qui avait décidé d'émettre. Alors on leur avait dit que c'était interdit jusqu'à 1427, donc ils ont émis à 1427. La moitié du signal il est hors bande, mais l'autre moitié à l'intérieur de la bande, et ça fait beaucoup de bruit. Bon, il y a d'autres problèmes. La topographie et redistribution des humidités. Pour la gestion des ressources, on a besoin d'avoir quelque chose parfois plus fin que 50 km. Je vais vous montrer comment on pense le faire dans un transparent suivant. Contenu dans la zone racinaire, c'est pareil. On aimerait bien savoir ce qui se passe aussi dans la zone racinaire. Je vous montrerai dans un transparent suivant ce qui se passe. Le problème, c'est la résolution spatiale, c'est lié à ça, et la sensibilité sur les océans, comme ça a été montré. Alors maintenant, pour la zone racinaire, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va faire des assimilations. On va regarder les données acquises, c'est pour ça qu'on a besoin de 3 jours, assimilées dans un modèle, et en fait, on en déduit une évolution temporelle de l'humidité profonde. Alors, voici un exemple qui a été fait sur un site, donc c'est des données de terrain là. Ici, c'est du blé, si ma mémoire est bonne, du soja. On a les humidités superficielles mesurées avec le radiomètre, donc on retrouve assez bien les tendances. Et quand on fait le suivi de l'eau profonde, on a aussi un très bon suivi de l'eau profonde. Donc en fait, avec ces acquisitions qui sont probablement plus fréquentes qu'avec SMOS, puisque là c'est du quotidien, on arrive à suivre parfaitement le contenu en eau de la zone racinaire. Et ici, vous avez les événements pluvieux indiqués par des barres. Des agrégations, on a travaillé chez nous, mais il y a d'autres équipes qui travaillent aussi sur comment transformer un pixel de 40 par 40 km en un pixel qui aurait de l'ordre de 1 km. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Hein. On utilise des données à haute résolution thermique et visible proche infrarouge pour redistribuer l'eau, si vous voulez, à l'aide d'une sorte de SWAT. Donc vous avez une comparaison des résultats ici entre ce que nous, on a désagrégé et la mesure en fait, qui a été faite de manière aéroportée. Et on s'aperçoit qu'on a une assez bonne relation entre les deux. Et la droite est indiquée ici. L'autre méthode, c'est une méthode qui utilise des indices topographiques, la végétation, sa profondeur d'enracinement. Et avec un SWAT, encore une fois, on arrive à distribuer. Alors maintenant, pour terminer, on reboucle sur les questions de départ. Hein. Je reviens à mes questions GWEX. Est-ce que le bilan d'énergie de la Terre et le cycle de l'eau changent? Est-ce qu'on a un phénomène d'accélération?
On a vu dans l'exposé de Thierry qu'on voyait des choses sur les océans. On commence aussi à en voir un peu sur Terre. Et il y a manifestement quelque chose. Il est important pour nous d'arriver à suivre ça. Il faut aussi comprendre un peu comment se passe cette variabilité naturelle et quelles sont les causes de rétroaction. Et est-ce qu'on peut arriver à faire des prévisions, qu'elles soient saisonnières ou interannuelles? Et bien sûr, les impacts sur la gestion de nos ressources en eau. Donc, deux petits exemples. Ici, vous avez les évolutions de la végétation sur pas mal d'années. Alors, en rouge, c'est quand c'est négatif, et en jaune, c'est quand c'est positif. Donc, plus en plus de végétation, moins en moins de végétation. C'est lié en partie au feu. Et bien sûr, ce qui nous préoccupe un peu, c'est la fonte des glaces, ici, qui peuvent provoquer un adoucissement des eaux et, comme l'avait montré Thierry, un changement au niveau de la circulation, un Gulf Stream qui n'arrive pas jusqu'à nous et beaucoup de soucis. Donc SMOS sera la première mission qui nous fournira des champs globaux d'humidité superficielle, salinité des océans. C'est un premier outil qui va nous permettre de regarder un peu plus près ce qui se passe dans la variabilité climatique sur l'hydrologie, et ce, par le biais de mesures directes pour la première fois. Alors c'est quand même une longue épreuve, ça a commencé il y a presque 20 ans ici, depuis 10 ans sur le satellite, et on espère le lancement maintenant entre avril et juillet 2009. C'est pas encore là, parce qu'après il faudra analyser les données, etc. Alors il y a un certain nombre de choses, il faut garder à l'esprit que ce qu'on fait là, c'est un thermomètre. Une fois à l'ESA, j'ai entendu quelqu'un qui faisait une présentation SMOS et il disait cet outil nous permettra d'améliorer le temps. Non, il permet de voir le temps, et donc c'est notre thermomètre. C'est à nous d'agir si on veut que ça change. Et il nous reste beaucoup de travail, donc je vais m'arrêter ici et répondre à vos questions si vous en avez, ainsi que Thierry.